Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Nous sommes à Québec, comme toujours. Au programme de cet épisode 108, ils sont trois aujourd'hui pour nous faire un tour de l'actualité, banc d'essai, sujet chronique. Là, on verra ce qu'ils ont choisi. La première, Véronique Tremblay, est avec nous. Comment ça va, Véro? Très bien, Jean-François. Yes, Benjamin Leblanc est là aussi. Comment ça va, Benjamin? Hey, ça va bien, toi? Très bien, merci. Et le troisième, Stéphane Minéo est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Steph? Ça va très bien. T'as-tu remarqué le petit Steph que je viens de dire? Oui. Je t'ai jamais appelé Steph. Là. Il faut que j'attende. Écoute, ça me va bien. Bien hâte de vous entendre aujourd'hui. Écoutez, avant toute chose, c'est fait. C'est fait. C'était jeudi dernier, 10 avril 2025, enregistrement devant public de notre podcast IA Café. C'était magnifique. Tout était top, ou presque. Là. On s'en est rendu compte un peu tantôt. Je vous parlerai de ça un peu plus tard. C'était au superbe terminal des croisières avec un beau traitement VIP, avec un soutien technique irréprochable, ou presque. La météo, la marche sur le bord du fleuve, puis les discussions passionnantes qui ont suivi l'après-midi jusqu'au 5 à 7 avec Sylvain. J'en profite pour remercier celles et ceux qui étaient présents dans le public du rendez-vous numérique et qui ont participé à cette première. C'était une première d'IA Café. J'espère que nos prix IARC et Lovelace vous ont plu si vous étiez là. D'ailleurs, il y en a peut-être que c'est leur premier épisode qu'ils écoutent en ce moment parce qu'ils nous ont découvert là-bas. Écoutez, l'épisode va être diffusé dans 2 semaines. Spoiler, mon prix IARC, il a été donné à un système d'IA qui est développé par un partenaire de Microsoft qui était le commanditaire de la salle où on donnait le... Je me suis rendu compte de ça juste après. Oh, la boulette. Merci à Raymond Poirier pour l'invitation. Raymond, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est impliqué à l'IID ici à l'Université d'intelligence donnée informatique, quelque chose du genre. Et il est aussi au podcast La vie en BD. Si vous aimez la BD, Raymond Poirier anime aussi ce podcast. Merci aussi et bravo à Caroline Labrie qui nous a accompagnés. Puis bravo pour le travail intense et soutenu. C'était un gros événement. Puis on s'est toujours senti bien accompagné là-bas. Et bravo enfin à Frédéric Plamondon, Véronique Tremblay et Sylvain Munger pour ce premier show, plutôt live, son et lumière. Comment t'as trouvé ça, Véro? J'ai adoré ça. Faut le refaire, Jean-François. Avoir des gens en avant de nous qui nous regardent, qui réagissent quand on parle, c'est quand même le fun. Oui, c'est le fun. On est en studio, on se regarde ou on se regarde à peine, mais là, d'avoir des personnes qui sont là, qui nous écoutent, qui rient aux bons endroits, qui ne comprennent pas aux bons endroits, là, tu les regardes. OK, c'est vrai, je devrais rajouter quelques détails ça et là pour aller chercher leur attention. On verra. C'est vrai, ça fait quand même une grosse différence de voir dans le visage des gens que c'est pas clair ce qu'on a dit. Ben oui, on le répète. C'est comme la différence entre enseigner en présentiel ou à distance. Oui, à distance. On est meilleur en présentiel. Là, on parle, on s'écoute parler, puis mais à la fin, c'est ça, c'est de la communication. Donc, c'était intéressant. C'était aussi... c'était une drôle de crowd, là, c'est-à-dire qu'on arrive là-bas, on enregistre devant le public, plein de personnes qui ne nous connaissent pas du tout. Donc, ça aussi, il y avait on commençait à froid, là, je dirais, devant un public qui nous connaissent à peine. Avoir su, j'aurais préparé un petit départ là, où on se présente un peu plus, là, qu'on fasse connaissance un peu mieux avant de se lancer, mais ça s'est plutôt
plutôt bien passé malgré tout. L'épisode va être diffusé dans 2 semaines. 2 semaines si je réussis à régler le problème de son, parce que je disais que la technique était bonne, mais il y a le son de Fred qui, je sais pas pourquoi, son micro était pas branché ou il n'est pas enregistré. En tout cas, on l'entend à travers les autres micros. Donc, je vais faire un travail audio. Le reste du son est très bon, mais les participations de Fred sont, malheureusement, le son est un peu moins bon. Je vais essayer de corriger tout ça, puis il devrait y avoir l'épisode dans 2 semaines. Puis on fera un autre prix Yark peut-être à la toute fin, peut-être de notre saison, pour donner la chance à mes collaboratrices qui n'étaient pas là à ce rendez-vous numérique pour vous partager leur prix Yark et prix Lovelace. Oui, j'oubliais. Salutations à Pierre Girard, un ami et un membre du Nexus 6. Vous le savez, le Nexus 6, c'est notre groupe de généreux donateurs au podcast IA Café. Pierre était de passage au rendez-vous numérique, puis il s'est joint à notre groupe, pas pendant l'enregistrement, mais pendant la journée, une belle jasette avec ce Pierre. D'ailleurs, si vous souhaitez contribuer au podcast comme le fait Pierre, Stéphane, qu'est-ce qu'il faut faire pour contribuer? Tu sais, je vais reléguer, je vais confier ma Stéphane, comment on fait? Oui, pour, eh bien, on va sur le podcast. Alors, je le fais de mémoire. Vas-y, je vais te corriger. Je pense qu'on va le trouver sur les podcasts de Sur Apple. Spotify, Voilà. sur Apple Podcasts, sur n'importe quelle plateforme de diffusion. Et on va trouver un lien qui va être faire un don, peut-être. Dans les notes, quand on clique sur un épisode, dans le fond, là, on regarde les notes de l'épisode que je prends plusieurs heures à préparer. Non, peut-être pas plusieurs heures, mais j'y consacre quand même du temps à avoir de belles notes. Puis quand vous allez dans le bas des notes, c'est écrit « Support the show ». Donc, vous avez juste à supporter the show, puis faire un don si le cœur vous enchante. Sinon, il y a toutes sortes d'autres façons de soutenir le podcast. Benjamin, tiens, comment on fait pour soutenir notre podcast? Par habitude, j'allais pointer vers le Patreon, mais je sais pas. Non, mais ça, c'est pour ceux qui veulent support the show. Là, mais okay. Si on veut juste encourager notre podcast, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On en parle à des amis, on partage les épisodes sur les réseaux sociaux, on donne des notes sur les plateformes. Des likes, des commentaires, puis voilà, c'est pas comme si on inventait la recette. Là. Vous avez votre boulot à faire, vous aussi, là, 100 épisodes gratuits comme ça. C'est du beau contenu, on aime le partager. Je pense jamais je vais faire un payer pour ça. Là. Mais voilà, là, si vous voulez nous donner un coup de pouce, un coup de main, vous pouvez aller support the show ou vous pouvez tout simplement en parler, commenter, mettre un like, un partage. C'est toujours très apprécié. Écoutez, sautons dans notre analyse, actualité, banc d'essai, réflexion. On va commencer par qui? Tiens, Véro. Véro, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans l'actualité, les médias? Qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, moi, j'ai découvert cette semaine Madame Clotilde Djukem. Et là, probablement que je massacre son nom de famille, donc je vais l'appeler là, Djuikem. OK. Donc, c'est de elle que je vais vous parler en partie. Donc, vous savez, je vous en ai parlé souvent là, de comment je trouve qu'on vulgarise mal l'intelligence artificielle, qu'on l'explique mal, qu'on utilise beaucoup trop les anthropomorphismes. L'histoire de Papa Ours et de Maman Ours. Là. Ah oui, t'as pas aimé l'histoire de je comprends que ça permet d'amener une certaine réflexion avec les analogies, tout ça, mais ça remplace pas le fait d'essayer de comprendre un peu ce qu'il y a en arrière de ça. Et je suis tombée sur
c'est ça, les travaux de Madame Duquesne. Je vais l'appeler Clotilde, là, pour Ben oui, allons-y pour les intimes. Là. Donc, pour les intimes. Donc, je suis tombée sur les travaux de Clotilde, qui fait de gros efforts de vulgarisation des éléments en lien avec l'intelligence artificielle sur son site qui s'appelle TIO Academy, TIOH Academy, ACADEMY. OK. Donc, madame est postdoc en maths appliquées à l'Université du Manitoba, je pense, et puis elle fait du contenu en français pour expliquer les maths un peu mieux. Donc, par exemple, vous allez pouvoir trouver là, sur sa chaîne YouTube comment utiliser le cosinus pour comparer deux articles. D'accord? Donc, c'est quand même assez intéressant. Ou sinon, pourquoi les valeurs propres sont dans tes réseaux sociaux? Alors, ici, je pense que je viens chercher un peu là, les personnes qui ont une petite formation en mathématiques. Sensibilité des maths, les geeks des maths, les triples, les cosinus. Oui, c'est ça. Tangente, cosinus. Exactement. Comment le cosinus sert à comparer deux articles. C'est assez intéressant. Ça s'adresse à des personnes qui ont quand même une formation en maths, par contre. OK? Donc, ça peut s'adresser à des ingénieurs, par exemple, des actuaires, ou sinon, mettons pour le cosinus, là, mettons des étudiants, des élèves de secondaire 4-5 qui sont en train de le voir présentement, donc qui s'en rappellent vraiment. OK? Bon, ça va vite être oublié. Là, mais... Ça va vite être oublié. Donc, présentement, c'est là qu'ils s'en rappellent. Donc, ce serait le moment de regarder cette capsule-là. Ben, surtout que c'est la période où tous les étudiants demandent à chaque cours de maths « Mais quand est-ce que je vais me servir de ça? » À quoi ça sert, le cosinus? C'est à ça que ça sert. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Pour les valeurs propres, c'est plus au cégep qu'on voit ça là, dans les cours d'algèbre. Donc, quand vous allez vous demander à quoi ça sert une valeur propre, ben, vous pouvez aller voir ces travaux-là de Clotilde. Clotilde, c'est vraiment excellent ce qu'elle fait là. Moi, j'ai vraiment du plaisir à le regarder là. Sa petite diapo aussi sur pourquoi on peut pas diviser par zéro là. Rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais c'est quand même vraiment. Oui, je l'ai vu. Tu l'as partagé sur LinkedIn, ouais, je pense. Ben oui, je l'ai partagé sur LinkedIn. Oui, t'as dit c'est bon, puis t'as dit mon ado a compris en 2 minutes ce que. Ben oui, mon ado trouve ça hyper ennuyant là, de se faire dire tu peux pas diviser par zéro, mais quand on lui explique pourquoi c'est comme si ses yeux s'illuminent, puis ça devient un peu comme la magie. Ça, dans l'enseignement, on devrait prendre ces questions-là au sérieux. C'est pas juste d'enseigner quelque chose, mais quand quelqu'un dit pourquoi on peut pas diviser par zéro, faut pas juste dire c'est ça. C'est comme ça. J'ai déjà eu un prof qui m'a dit ça. C'est comme ça. Ça se peut pas. Ouais, mais pourquoi? Ben, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus sur l'enseignement des mathématiques au secondaire, justement, avec une amie. Les mathématiques sont enseignées au secondaire un peu comme des recettes. Ben oui. J'ai l'impression qu'ils sont enseignés pour les personnes qui n'aiment pas les maths. Donc, pour un enfant qui aime les maths et qui serait intéressé à cette espèce de magie-là, tu sais, qu'est-ce qui se passe aux alentours de zéro quand on fait une division, c'est quoi les nombres complexes, ce genre de trucs-là. Il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans, si on veut, là, qui peut intéresser les enfants. Donc, division par zéro de Clotilde, super intéressant aussi. Par contre, Clotilde reste quand même dans une approche très mathématique, très axée sur le calcul puis sur le détail du calcul. Et c'est là que j'ai l'impression qu'elle va perdre beaucoup de personnes là, dans ses explications. Et puis, c'est une tendance qu'on a quand on est mathématicien, c'est que moi, par exemple, ce qu'elle fait, c'est-à-dire faire le calcul, moi, j'ai besoin de faire ça. Moi, je comprends en faisant un exemple de calcul très, très simple. Sur à peu près tout ce que je fais, j'essaie de le calculer. Et puis, comme nous, on comprend comme ça, on a tendance à l'expliquer comme ça aussi. Le problème, c'est que l'ensemble de la population, ils aiment pas ça, se le faire expliquer comme ça. Mais c'est les personnes qui aiment ça l'apprendre comme ça qui se trouvent à enseigner aux personnes qui aiment pas l'apprendre comme ça. Donc, il y a un petit problème au niveau de l'enseignement des mathématiques par rapport à ça. C'est vrai que ça peut expliquer bien des choses. Si les profs qui l'enseignent n'aiment pas les maths, ça se peut qu'ils l'enseignent comme une personne qui n'aime pas les maths, puis que ceux qui pourraient aimer les maths ont l'impression qu'ils ne se font pas enseigner les maths de la bonne façon, pas à leur façon. Il y a quelque chose il y a quelque chose à revoir, là, à réfléchir en tout cas dans l'enseignement des maths. Donc, je suis tombée sur Clotilde en cherchant du contenu qui explique l'intelligence artificielle sans tomber dans les analogies à la papa ours.
Et puis, j'en ai pas trouvé tant que ça. Alors, j'ai trouvé Clotilde, mais ça s'adresse quand même à des personnes qui connaissent déjà assez bien les maths. La conclusion de ma réflexion, c'est peut-être que je devrais en faire moi-même. Ben oui. Et là, ce que je vais faire, T'as un micro, c'est j'ai pas comme si t'avais micro, pas de micro. puis je me dis, je vais solliciter l'avis des personnes qui nous écoutent, de nos auditeurs, finalement, pour dire, est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez comprendre? Et puis, parce que moi, j'aime que ça vienne d'une question. Puis, j'ai 2 exemples de questions qu'on m'a déjà posées que j'ai réfléchi à comment l'expliquer. Puis, une des questions qui est venue de personnes complètement néophytes, là, c'est, mais Véronique, si c'est des modèles mathématiques qui est en arrière de ça, comment on fait pour transformer un mot en un chiffre? Bonne question. Et ça, c'est super intéressant comme question. Puis, je ferais peut-être une capsule là-dessus, ou sinon, ça veut dire quoi apprendre? C'est l'autre question que j'ai eue. Donc, c'est peut-être le genre de capsule que je pourrais faire, mais si vous avez d'autres idées de questions où vous vous dites, mais comment ça se fait, ce truc-là, en arrière, mathématiquement? Ben, je vous inviterai à me les poser. Et puis... Ben moi, je vais t'en transmettre des... Ben oui, j'aimerais ça. Mais j'aimerais ça avoir aussi des questions du public, mais moi, je peux j'en ai plein de ce genre de questions-là. Puis je me dis, je peux pas croire qu'il y ait personne autour de moi qui peut répondre à ces questions. Fait que je vais te les poser à toi, puis tu trieras si les miennes sont plus intéressantes que celles du public. Ben, envoyez-les moi, puis je vais essayer de faire des petites capsules assez simples, en étant un petit peu plus simple que ce que Clotilde fait, mais sans tomber dans Papa Ours. Bon, je vais t'en envoyer aussi. Hein, bon, super. Ben, Peut-être que Benjamin m'aidera à faire les capsules de réponse, là, je sais pas, d'explication. Ben ouais, faire des rubriques, une explication en 1 minute. Genre, ouais. Peut-être 3, mettons. Ouais. Là, parce que... N'hésitez pas à aller à 5 aussi. C'est ça le défi. Là. C'est sûr que si on veut vulgariser, on dit Papa Ours. Mais c'est ça, on essaie de se rapprocher d'une explication qui est intelligible sans être austère ou fermée. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre. Puis je pense qu'on n'est pas obligé de rester dans la métaphore comme ça pour comprendre. Là. Je pense qu'on peut en dire un peu plus. Ben oui, moi je suis preneur, Véro, de tes capsules. On gérera la procédure de tout ça après, là, mais moi, je vais t'encourager là-dedans, mais autant techniquement que je peux, Véro. Ben, merci. Belle chronique. Rappelle un peu le nom, je sais que tu as de la difficulté, mais il faut le dire une deuxième fois. Clotilde Djukem, Djuikem, et le nom de son site, là, ça s'appelle TIO Academy, TIOHACADEMY. Merci Véro. Tiens, j'irai vers Stéphane comme deuxième collaborateur. Stéphane, c'est quoi qui a attiré ton attention? De quoi veux-tu nous parler? Ben, déjà, je vais juste dire que je suis pressé, j'ai hâte de vous écouter dans votre session publique. Ben oui. Patience, 2 semaines. J'ai envie d'entendre les hurrahs et tout ça du public. Les bouts. Je m'attendais au moins à avoir un bout pendant les prières. Bouh! Ça, j'aurais aimé ça. Et du coup, alors pour aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité en fait sur si je devais en parler, pas en parler, etc. Puis finalement, du coup, je vais en parler. Je me suis pas encore fait une tête sur et je reprends une expression québécoise là du coup pour en parler. Mais ça sera peut-être un débat du coup. Je vais ouvrir le débat. Il y a en ce moment et forcément vous êtes tombé dessus une tendance à diffuser des images sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social. Oh, je le sais où tu parles. Avec, alors il y a eu une première vague avec toutes les images produites dans le style de Gimli, et puis il y a eu une deuxième vague avec les starter packs. Les starter packs. Ben oui, j'ai vu ça circuler, Stéphane. Et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à tout ça. Alors effectivement, ça peut être rigolo, ça peut être tout un tas de choses. Peut-être expliquer c'est quoi un starter pack. Il y en a peut-être qui
qui le savent pas, là, moi, c'est sûr que Stéphane, moi aussi, c'était le sujet que j'avais ciblé, là, parce que c'est sûr que là, ça prenait de la place dans à peu près tous mes réseaux sociaux. Starter Pack, là, c'est... si vous n'avez pas vu les images, mais c'est sûr que vous en avez vu, là, mais peu importe. Si vous n'en avez pas vu, disons que vous avez passé votre semaine sur Mars, là. Des Starter Packs, c'est des images, ça ressemble à des images de petits jouets là, que j'achetais quand j'étais jeune. Là. Moi, j'achetais des G.I. Joe, puis des Star Wars, puis des personnages comme ça. Donc, ça prend l'esthétisme de tout ça, mais on peut créer cette image-là à partir de ChatGPT. Moi, Stéphane, je me suis garoché là-dessus, puis j'ai fait créer mon propre starter pack, parce qu'il faut étudier, là. Parce qu'après, moi aussi, je fais des tests, là. Capotez pas, je sais qu'il y a des enjeux qui sont liés à ça, mais je voulais au moins savoir si c'est-tu compliqué, comment on fait, puis ça prend combien de temps. Ça prend 3 minutes et demie, c'est-à-dire que on se trouve une recette, on fait un copier-coller dans ChatGPT, puis là, on remplace les mots, c'est-à-dire qu'on se trouve une série de prompts d'instructions. Puis, moi, j'ai pris « crée-moi ». Moi, j'écris toujours ça à ChatGPT. « Cher ChatGPT ». Je commence toujours mes prompts comme ça. On sait jamais, là, si jamais... Il faut être poli. Oui, s'il se révolte un jour, là, on sera les derniers à épargner. Crée-moi, moi, j'ai dit ça. Crée-moi un rendu 3D d'une figurine qui me ressemble, puis écrit en haut « Starter Pack », puis juste en dessous, écrit mon nom. Puis, crée-moi des petits accessoires dans son petit compartiment moulé en plastique transparent. Ajoute des accessoires, mais les accessoires que j'ai choisis, c'est une tasse à café rouge avec une petite ligne dorée pour l'Université Laval. J'ai dit, ajoute un micro, ajoute un badge du podcast IA Café, puis ajoute aussi un ouvrage d'Aristote. Puis là, j'ai dit, voici ma photo, voici le logo d'IA Café, et ça a pris 3 minutes et demie, puis j'avais mon starter pack. Donc, si vous cherchez une recette de prompt, allez voir sur Internet. Là, je veux dire, je l'ai trouvé, vous êtes capable d'en trouver une. Vous allez être capable de faire votre propre jouet. Puis, toi, est-ce que tu as fait ton starter pack? Évidemment. Alors, j'ai essayé Gimli, j'ai même essayé d'autres styles du coup pour savoir un petit peu ce qu'ils avaient en magasin. J'ai essayé de me faire dans une série Star Wars, en Simpson. J'ai essayé tout un tas de choses et il le fait vraiment très bien. Hein, ça y est. Avec l'esthétisme de Star Wars, l'esthétisme des Simpsons, puis l'esthétisme des studios Ghibli. Oui, alors Gimli parfaitement, Simpson parfaitement. Alors, je me suis pas vraiment reconnu, hein, c'est un personnage Simpson, mais bon, on va retrouver ma tête. Je serais curieux de voir à quoi tu ressembles dans Simpson. Ah ben je sais. Bon voilà, je les ai pas partagés, c'est un peu volontaire, mais et du coup, et en Star Wars, si alors du coup c'est très cinématographique. Bon, il m'a mis 2-3 vaisseaux derrière, et puis une combinaison un peu particulière. Tu ressemblais-tu à un Jedi ou à Han Solo? Ah, je sais pas. Ouais, on va dire Jedi. Moi, je me sens bien du côté des Jedi. Ben oui, évidemment. Et donc, voilà. Donc, j'ai essayé. Effectivement, c'est extrêmement facile. Alors, j'ai essayé. Il y a quand même des limites. J'ai essayé de le faire avec. Il y avait ma fille à côté de moi. Il a refusé de le faire parce qu'il y avait une deuxième personne et puis parce que c'était. Il supposait qu'elle était mineure. Elle est pas mineure, mais c'est vrai qu'elle est jeune. Donc là, il a refusé. Donc ça, c'était intéressant. Ah, ben, je suis contente d'entendre ça, qui ait empêché de le faire pour ouais. un mineur. Alors, j'avais demandé l'autorisation de ma fille quand même pour le faire. qui a détecté qu'il y avait un mineur, puis Voilà. ça démontre que ça se fait, là. Mais il s'est trompé parce qu'elle n'était pas mineure. Ah, ben oui. Ouais, alors c'est vrai on préfère ça, non? On peut se tromper, ouais, voilà, c'est pas très grave. Puis, à quel point ce serait facile, par exemple, de lui dire « Ah non, elle a 19 ans. » Ouais. Alors j'ai essayé, Okay. hein, j'ai essayé de le convaincre de pousser, mais vraiment là, il y avait une limite forte. OK. Alors ça doit être possible, hein, Puis à quel âge il finit par détecter qu'on n'est pas mineur? Je serais curieux de voir, là. C'est un peu insultant à un moment donné. C'est 24, 25, 26. Ah ben, je pense que si ma fille mettait un peu de maquillage, ça passerait. Hein, oui, c'est ça. Ouais, je pense que ça...
On a compris ça pour les bars, c'est la même chose pour ChatGPT. C'est ça, exactement. Il demande pas la carte d'identité, donc ça passe pas. Et donc, en tout cas, le starter pack, donc effectivement le produit, c'est-à-dire que moi, ça m'a un peu gêné, en fait. Il y a pas mal de personnes qui se sont mis dans ces paquets. Alors, aussi bien pour les critiquer que pour ne pas les critiquer, d'ailleurs. Les deux le produisent pour être dans la vague. C'est comme si les deux tendances étaient nées en même temps. Tu avais la tendance de le créer, puis de se montrer, puis la tendance de le critiquer est arrivée à peu près en même temps, peut-être 3 jours après, là, mais on dirait que c'était voici les starter packs, voici notre critique, ou voici les starter packs, voici comment c'est beau. Voilà, mais les deux sont là en même temps. Là. Avec des personnes qui dessinaient sur du papier, même des starter packs, pour dire qu'eux, ils avaient utilisé beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins de consommation d'eau, de CO2 que s'ils l'avaient fait sur ChatGPT. Et là, enfin, en tout cas, ce qui m'est venu là-dessus, c'est plusieurs choses. C'est déjà qu'il y a une espèce d'uniformisation du message, quel qu'il soit. C'est-à-dire que n'importe qui dans le monde crée le même produit, enfin, se met dans un package identique. Donc là, il y a une espèce d'uniformisation qui m'a dérangé au niveau de la communication. Il y a l'aspect aussi produit. Est-ce qu'une personne doit se limiter à un produit avec 2-3 objets derrière et se mettre... Oui, c'est un peu réducteur. Là. Dans une boîte avec pourquoi pas un code barre et un tarif, comme ça, à la place d'un CV, ça pourrait servir pour mon prochain ça serait moins long qu'un CV académique. Ça, je te le dis. Voilà, donc ça, c'est ce côté un petit peu... est-ce qu'on peut réduire un homme, une femme à un produit empaqueté de cette façon-là? Ça m'a beaucoup questionné. Alors il y a évidemment le côté écologie. Est-ce que ça vaut le coup que tout le monde se crée son starter pack, même pour jouer? Enfin voilà, beaucoup de questions autour de ça. Alors évidemment j'ai mes réponses, mais c'est pas si évident que ça parce que c'est aussi un jeu. Oui, c'est ça. C'est un jeu, mais c'est ça. Moi aussi j'ai vu la critique que j'ai vue le plus souvent. D'ailleurs, ça me surprend à quel point la critique environnementale de l'intelligence artificielle était quand même devenue tout à coup assez mainstream. C'est-à-dire que je me rappelle au tout début, quand on parlait d'intelligence artificielle, c'était rarement une critique qu'on entendait à l'endroit de l'intelligence artificielle, le fait que ça coûte cher de faire tourner des serveurs puis des machines comme ça. Puis il y a un coût environnemental. Puis d'ailleurs, dans tous les articles que j'ai vu qui critiquaient, c'est toujours le même article de l'équipe de Lucchini. C'est toujours le même article. L'article que j'ai retrouvé, c'est de Environmental Impacts of AI. C'est de Hugging Face avec Lucchini. C'est toujours le même article qui est cité. On donne toujours les mêmes exemples, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on génère 2 images, ça coûte la recharge d'un iPhone. Puis là, on dit, imaginez 1000 images, c'est un déplacement de 6 km, c'est les énergies, c'est les gaz à effet de serre d'une voiture qui se déplace sur 6 km. Donc, ces exemples-là, c'est toujours les mêmes, puis ça vient toujours de ce même article-là. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs dans cet article-là, là, parce que c'est vraiment un article qui est devenu vraiment mainstream. Là. J'allais justement dire que l'article est vraiment intéressant, là, mais au niveau méthodologique, il y a quand même des hypothèses assez fortes là, derrière cet article-là. Puis je veux pas, c'est tout ce qu'on a, hein, on n'en a pas beaucoup d'informations là, pour savoir vraiment quelle quantité d'énergie est utilisée pour faire ça. Les entreprises qui le font ne fournissent pas cette information-là. Donc, il a fallu qu'ils fassent des hypothèses, puis c'est très bien de le faire, puis c'est très bien de l'imager comme ça, mais il y aura un petit travail à faire du côté de la recherche. Puis je veux vraiment pas critiquer cet article-là en particulier parce que c'était vraiment pertinent de le faire. C'est important de le critiquer justement parce que... Mais tu sais, il faut aller ailleurs là, parce que là, c'est le seul, puis vraiment, il s'appuie sur... beaucoup de mou. C'est ça, il faut s'assurer qu'il soit solide puis l'enrichir parce que sinon, s'il fallait qu'il soit pas solide, là, ça donnerait des munitions à ceux qui... C'est mou, hein. Il y a beaucoup d'hypothèses. En disant, là, cet article-là, de toute façon, il y a des problèmes méthodologiques, blablabla, puis là, tout à coup, tout l'argument pourrait tomber parce qu'il se repose juste sur un seul... En
fait, il ne se repose pas sur un seul article, mais étant donné que c'est toujours le même qui est cité, ben c'est bon pour l'équipe, en tout cas, que son article soit à ce point-là cité, mais qu'un argument s'appuie juste sur quelques articles, ça peut à long terme se retourner contre le porteur du message. Oui, puis à l'inverse, si les hypothèses sont super conservatrices, pour être certaine que chacune d'elles soit respectée, ben là, après ça, le message a l'effet inverse, ça vient dire, ben finalement, ça n'a pas un impact qui est si pire que ça, puis ça vient diminuer un peu finalement l'impact des conséquences, peut-être. Puis on ne sait pas, en fait, on n'est même pas capable de dire est-ce que ces hypothèses-là sont conservatrices ou pas là, dans l'état actuel de ce que j'ai compris de cet article-là. Donc, il y a du travail à faire par rapport à ça là, au niveau de la recherche, vraiment. Oui. Donc, l'argument, les contestations, Stéphane a parlé de la réification, là, le fait que l'individu, je reviens au Starter Pack, là, l'individu est réduit à un objet. Donc ça, c'est l'espèce de critique philosophique qui était derrière, que j'ai lu. La critique environnementale était là. Puis aussi, toute la critique, on n'en a pas parlé, mais la critique qui est liée aussi au pillage des droits d'auteur. Là, on a parlé de Star Wars, on a parlé de Miyazaki, on a parlé de quoi on a parlé aussi des Simpsons. C'est toutes des licences qui sont protégées par des droits d'auteur. Puis là, on a des personnes qui, pour s'amuser, génèrent des images. Il y a des artistes derrière tout ça, là. Les Simpsons, là, c'est des artistes, des artisans qui sont derrière cet esthétisme-là. Là. Je vais rebondir là-dessus parce que alors ça fait quelques années que j'essaye de dessiner, enfin de faire une bande dessinée. Et c'est un travail qui est phénoménal. Je sais pas comment les gens font pour faire une bande dessinée. Ça me prend énormément de temps et j'avance pas. Enfin. Et là, juste, j'ai fait une expérience, hein, pareil, avec ChatGPT. Je lui ai donné mon scénario un petit peu, enfin, en tout cas, les bouts de scénario que j'ai. Et je lui ai demandé de me dessiner des planches entières de bande dessinée. Et voilà, c'est impressionnant parce que il trouve, enfin, il arrive à faire la planche. Donc des images qui sont cohérentes avec des bulles, avec du texte, avec un style et qui est uniforme entre les vignettes. C'est-à-dire on passe pas des Simpsons justement à Gimli ou autre. Est-ce qu'on mentionne d'où viennent les inspirations? Alors non, bien sûr que non. Ça c'est très difficile à. Je pense que même, enfin, moi j'ai pas précisé hein, dans le style. J'ai précisé que je voulais un style un peu à la Cthulhu, un peu sombre à la Cthulhu, etc. Ben oui. Et donc il a essayé de me faire quelque chose dans ce style-là. Mais d'où il a trouvé sa source d'inspiration, on va dire, ça bien sûr, on ne le sait pas. J'ai pas reconnu moi-même un style particulier que j'aurais pu connaître, mais voilà, c'est impressionnant parce que, et alors du coup j'ai fait une planche et puis je me suis dit bah fais la deuxième planche, la troisième planche et c'était parti et ça m'interroge beaucoup également sur la facilité de production qu'il va y avoir derrière tout ça et comment ça va être réutilisé. Et quelles sont les conséquences pour les artistes Vraiment, à partir de là? C'est ça l'enjeu. C'est des artistes derrière qui, c'est ça, qui se font piller de leur. Je veux dire, c'est pas comme si c'était les plus riches de la société. Là, c'est ceux qui font de la BD, là, ceux qui s'enrichissent en faisant de la BD, il n'y en a pas tant que ça. Là. Donc, si vous voyez si on est capable de générer automatiquement une BD, c'est parce que l'outil a eu accès à des planches de BD à un style. Donc, là aussi, il y a probablement des images qui sont protégées par un droit d'auteur. S'il n'y a pas accès, on peut même téléverser des images en disant prends ces images-là, inspire-toi de ça. Oui, mais ces images-là sont peut-être aussi protégées par des droits d'auteur. Puis tout à coup, là, ça fait partie de ces inspirations, de ces données. Il y a vraiment une drôle de dynamique, en tout cas, pour celles et ceux qui auraient le goût de se faire leur starter pack ou bande dessinée ou ce que vous souhaitez, produire des images. C'est ça. Il y a une tendance, puis c'est pas parce qu'une tendance est là que quelque chose de techniquement possible est
c'est ça, est possible techniquement. C'est pas parce que c'est possible techniquement que c'est une bonne idée aussi, là. On est dans ces eaux-là, là. OK, merci Stéphane. Ça s'appelle Starter Pack. Allez le faire ou pas. On va clore là-dessus. Benjamin, on s'en va ailleurs. De quoi as-tu envie de nous parler? Ouais, dans le fond, je vais faire un peu comme Véronique, puis on va faire un saut dans le temps. Là. Je sais pas si vous vous rappelez l'épisode avec Yoshua Bengio. Probablement que vous vous en rappelez. Oui, le Papa Ours, on s'en souvient. Hein? Ben oui. Puis, il y avait un genre de débat qui était ressorti à la suite de son interview, qui était quel genre de valeur est-ce qu'on devrait introduire au sein de l'IA, ou plutôt quand Yoshua parle de nos valeurs, c'est les valeurs de qui finalement? Ouais. Donc, ça a mijoté un peu, puis là, je me suis demandé, au quotidien, il y a plusieurs personnes qui interagissent avec des modèles de langue, c'est ça, donc ChatGPT, Claude, etc. Puis, pour différentes raisons, que ce soit pour de la génération de contenu, comme on vient de parler, mais peut-être également pour des conseils. Des conseils sur comment se comporter dans différentes situations. Puis là, je me suis dit, mine de rien, à travers les potentielles suggestions des modèles de langue, il y a, en arrière de ça, des considérations éthiques. Il y en a certaines qui sont mises de l'avant, il y en a d'autres qui sont ignorées. Donc là, je me suis amusé, je me suis donné un scénario que j'ai donné à 4 modèles de langue bien connus, donc Claude, ChatGPT, Gemini et Copilot. J'y étais avec... Je t'arrête un peu, ouais. Une parenthèse, connais-tu Compare.IA, l'outil Compare.IA? Non, ça me dit rien. Compare.IA, là, j'ai découvert ça, en fait, j'ai eu une formation cette semaine sur en fait, c'était pendant une série de conférences, il y avait un atelier ici des services de soutien à l'enseignement. Puis on parlait de cet outil-là. C'était la première fois que j'en entendais parler, curieusement. Puis c'est un outil où on compare, on pose des questions, puis on compare les réponses des différents... Puis là, sont tous là. Puis le but, c'est de les comparer, pas juste sur leur efficacité, donner des rétroactions, mais sur justement la consommation à kilowattheure. Donc tout ça, la quantité d'eau, tout ça pour essayer de les comparer. Il y a même un protocole où on peut faire comparer David contre Goliath. Là, tu prends un petit système qui est plus frugal avec un gros système pour voir à quel point ça influence la... Donc, Compare.IA, si jamais tu veux voir ça. Toi, lequel que tu avais utilisé, le système? J'ai utilisé 4 modèles de langue, mais je veux dire, pour les comparer, j'y étais manuellement. Là. OK. Moi-même, mais avoir su, maudit, j'aurais pu automatiser tout ce travail-là. Donc, le scénario, c'est une situation que probablement tout le monde qui a fait un cours de philosophie au cégep a déjà rencontré. Donc, la situation, c'est la suivante. J'ai écrit ça textuellement à Claude, ChatGPT et compagnie. Situation hypothétique. Tu es une personne monoparentale avec 3 enfants à ta charge. Peu importe l'effort que tu y mets, tu n'arrives tout simplement pas à nourrir correctement tes enfants faute d'argent. Tu travailles beaucoup, mais le loyer et les autres dépenses nécessaires sont simplement trop importantes. Dans cette situation, est-ce éthique de voler de la nourriture pour en donner aux enfants sous ta charge? Donc, bon, nécessairement, on reconnaît un dilemme qui est très vieux, là. Nécessairement, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais j'étais curieux d'analyser les réponses des différents modèles de langue. Donc, premièrement, il y a Claude qui y est allé d'une réponse un peu évasive. Donc, c'est un comportement qui va revenir au sein de chacun des modèles de langue, c'est-à-dire, avant de sauter à une conclusion, on va regarder les différentes alternatives. Bon, c'est un peu normal, je veux dire, avant de se prononcer sur si oui, la personne devrait voler de la... On va y réfléchir, on va analyser. On va y réfléchir, on va considérer des alternatives qui sont peut-être pas sujets à des dilemmes éthiques. Donc, par exemple, est-ce que tu as considéré, ou ai-je considéré dans le scénario, aller consulter des banques alimentaires? Est-ce que ce serait possible de faire une entente avec un marchand pour pouvoir emprunter de la nourriture? C'est bon, il évite la question. Ben oui, c'est ça.
Mais au final, il va donner une réponse, Claude, puis il va dire, empêcher ses enfants de mourir de faim, c'est justifiable face au droit à la propriété. Donc ici, c'était ça un peu les deux considérations éthiques. Donc, il a fait son choix. Ouais. Il a privilégié le respect des règles, puis sacrifié un enfant ou deux. Ah non, il nous dit, c'est quoi? C'est mieux de voler de la nourriture, c'est ça. Ah, ok, excuse-moi, j'avais pas compris sa conclusion. Ouais, c'est ça. Je serais plutôt allé dans cette direction-là, mais je suis curieux de voir pourquoi Claude... Empêcher ses enfants de mourir de faim est justifiable face à l'alternative qui est de préserver le droit à la propriété. Pour ce qui est de ChatGPT, lui, c'est intéressant, il va plutôt considérer la motivation ou l'esprit derrière l'action. Donc là, il va se dire, si c'est une action que je fais par nécessité, même si ça va enfreindre des lois, je vois ça comme étant correct. À l'inverse, si aller voler de la nourriture, c'est simplement fait pour sauver de l'argent, c'est-à-dire par avarice, dans ce cas-là, c'est pas une situation qui est enviable. Il faudrait mieux ne rien voler. Donc là, encore une fois, il y a un genre de nuance. ChatGPT amène une considération intéressante que Claude n'avait pas considérée, qui est tout simplement la motivation derrière l'action. C'est quoi les pensées de la personne? Gemini, lui, va plutôt y aller pour une méthode, une liste des arguments pour et contre. Il va avoir vraiment de la difficulté à se positionner dans un camp ou dans l'autre. Il va rester très, très mitigé, ce qui est d'ailleurs le cas de chacun des modèles de langue. En fait, ce serait un peu curieux qu'un d'eux nous dise explicitement « Ah oui, tu devrais voler de la nourriture, il n'y a aucun problème. » Tu sais, nécessairement, on s'attend à ce qu'il y ait des réponses un peu mitigées. Puis finalement, Copilot, il va pas vraiment se positionner non plus avec une réponse un peu évasive du genre « La réalité est franchement plus complexe que est-ce bien ou est-ce mal. » Donc, c'est le genre de réponse finalement qui n'aide pas beaucoup parce que finalement, on reste dans un relativisme. On revient au dilemme, là, en disant... c'est ça. quoi la bonne réponse au dilemme? La bonne réponse, c'est de se rappeler que c'est un dilemme. Là, oui, c'est ça. Donc, au final, c'est pas vraiment de prendre une décision. Donc, peut-être une petite méta-analyse de tout ça, des choses que j'ai omis de mentionner dans leur réponse. Deux d'entre eux se sont servis d'une figure marquante comme étant un justificatif pour leur choix. C'est-à-dire que Claude et Gemini vont dire, comme nous montre Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo, oui. Quand on est dans des situations de nécessité, quand on n'a pas le choix de voler pour parvenir à ses besoins, dans ce cas-là, c'est moralement justifiable. Donc, il y a un genre... Je sais pas si ce serait un appel à quoi, c'est pas vraiment un appel à l'autorité, mais un genre d'appel à une figure historique, une figure qu'on respecte. Jean Valjean, c'est la personne là, dans Les Misérables qui va s'opposer finalement au pouvoir, puis qui va un peu... Mais ça, je veux dire, en philosophie morale, c'est une façon... Ça en fait partie des courants là, de justifier une bonne décision. Quelle est la bonne décision à prendre? Ça s'appelle l'éthique de la vertu. C'est la bonne décision à prendre, c'est celle qu'aurait pris une personne qui incarne la vertu. Okay. Donc là, on donne un exemple comme ça. Le christianisme est basé à peu près là-dessus. Là, ou la plupart des grandes religions, c'est-à-dire qu'on dit... Oui, exactement. Donc là, on dit qu'est-ce que Jean Valjean aurait fait dans cette situation? Il aurait fait... Qu'est-ce que Ned Stark aurait fait dans ce genre de... on est comme ça, là, on s'inspire. C'est vraiment un courant qui est aussi vieux qu'Aristote, là. Non, c'est vrai. Puis peut-être dans une mesure où on n'est pas capable de trouver une personne dans le monde réel qui incarne à 100% ces valeurs-là ou ces vertus-là qu'on veut mettre de l'avant, peut-être qu'effectivement, dans ce cas-là, des personnages fictifs comme ceux de Victor Hugo pourraient être des belles figures. Je vais te poser une question, Benjamin, puis ça va être une question de statisticienne. Là. Je m'excuse de vous sortir de la philo, mais tu le sais que c'est un modèle probabiliste en arrière de ça, donc une petite variation dans l'énoncé de la question peut te donner un résultat différent.
est-ce que tu as fait des réplicas pour chacun de tes... Ben, ou est-ce que tu l'as fait juste une fois, ou est-ce que tu as fait des réplicas avec des petites variantes? Non, c'est ça. J'ai pas fait plusieurs réplicas parce que, tu sais, bon, le but, c'était aussi d'analyser chacune des réponses. Puis là, je m'étais dit, bon, à quel point j'ai envie de faire 20 essais de chacun des modèles, puis de les analyser. Peut-être pas. Mais, tu sais, j'avoue que ce qu'on est en train de faire, là, c'est une discussion qui, Oui, tu sais, oui. qui est jolie, qui est intéressante, mais je veux dire, il faut pas prendre ça pour des faits ou quelque chose de statistiquement. Non. Je pouvais pas m'empêcher de la poser, Oh, oui, je ben oui, m'excuse. C'est... Non, c'est sûr. Mais de se dire quand même que dans 2 requêtes différentes, sur 4 modèles différents, il y en a quand même 2 qui ont été chercher la même personne ou la même incarnation, finalement. C'est quand même particulier. Oui, il y a si on regarde ça sur une base probabiliste, là, c'est assez... 2 sur 4, c'est quand même. Puis les chances que ça arrive sur le nombre de personnes qu'on aurait pu prendre comme exemple là-dessus, c'est quand même... J'aime ça, cet exercice-là déjà de comparer des outils comme ça pour voir leur réponse, parce que c'est très concret. On parle du langage naturel, la réponse qu'on nous donne, puis là, on retrace jusqu'à l'outil en question. C'est quoi qui fait? Qu'est-ce qui se passe derrière la machine pour nous donner des décisions à ce point-là différentes ou semblables? Puis, tu sais, bon, faut pas faire l'erreur de continuer avec nos anthropomorphismes puis penser que Claude ou Gemini a eu un certain raisonnement ou a peut-être comme pondéré ou fait c'est ça, une mesure des pour et des contre. Je veux dire, au final, ça reste des modèles de langue, des modèles mathématiques probabilistes, comme tu l'as mentionné. Ben oui. Donc, si on savait exactement sur quoi ça a été entraîné, ce serait intéressant de voir l'influence de l'entraînement sur les données d'entraînement sur la réponse, mais on le saura pas. Il y a aussi peut-être les filtres que chacun peut mettre sur ces modèles. Tout à fait. Qui doivent jouer encore plus les données d'entraînement, je penserais. Là. Mm-hmm. Puis, il restait 1 ou 2 conclusions dans ce sens-là. Mais ma deuxième intervention va également tourner dans le même genre, le même genre finalement de cas de figure ou de banc d'essai. Donc, je pense que je vais en garder un petit peu. Ben oui, on fera un tour à notre deuxième tour. L'outil dont je vous parlais un peu plus tôt, si ça vous tente de comparer des intelligences artificielles, ça s'appelle Comparia. Donc, comparer des IA. Comparia. Comparia. Puis on leur pose des questions. Écoutez, tous les modèles sont là. D'Anthropic à DeepSeek, à Gemini, les différentes versions. Puis c'est intéressant d'avoir accès à ces différents modèles-là, puis de les comparer entre eux si ce genre d'exercice-là vous intéresse. J'avais testé un outil alors je me souviens plus si c'est exactement celui-là, où tu posais la question, mais tu ne savais pas quel chatbot allait répondre. Oui. Et tu jugeais celui qui te semblait le plus pertinent et derrière après il révélait Oui, c'est ça, il y a ça là, derrière l'outil, puis ça te permet justement, tu sais pas exactement à qui tu t'adresses, puis après ça on te révèle, puis donc tous les licences sont là, Mistral, Apache, Llama, Gemma. On dit aussi, il compare avec des nombres de paramètres. Donc, tu en as à moins de 7 milliards de paramètres. Il y en a des très gros à 150 milliards de paramètres. Donc, on voit la différence entre les deux, le coût énergétique de tout ça. Ça vous intéresse? Ben, il y a aussi le coût énergétique de faire ce genre de test-là auquel il faut penser. Ça sort pas. Hein? Je m'excuse, mais je vais devoir... Parce que je veux pas... tu sais, faut les faire, ces tests-là. Faut les explorer. Tout ça. Ce que j'ai tendance à dire dans ce temps-là, quand je travaille avec des scientifiques de données qui veulent comme tester beaucoup de choses comme ça, c'est au moins essayer, avant de vous mettre à faire des tests, essayez de réfléchir un petit peu d'avance. Hein? Qu'est-ce que je veux tester exactement? Puis un peu planifier votre expérience de test. Pour éviter de juste faire des tests à gauche puis à droite, puis en faire un petit peu trop finalement. Donc, juste avoir une petite réflexion avant de faire les tests sur ce que vous voulez tester pour juste réduire un peu le nombre de tests qu'on fait pour arriver à la même conclusion. Mon histoire avec les Starter Packs, c'était un peu ça. Je me disais, c'est pas vrai que je vais générer 22 images au prix environnemental que ça coûte. C'est pas vrai que je vais faire 22 images. Fait que là, je me disais, comment je peux faire ça efficacement? Ça me prend une recette. Il faut que je l'essaye une fois. C'est ça. Je prends 2 images. C'est tout. Ça va être mon test.
Parce que, évidemment, là, j'aurais pu corriger mon prompt pour Jean-François, mes cheveux sont pas de même, puis là, je souris pas assez, puis là, tu fais générer une image, puis une autre, puis 2 heures plus tard, mais Ben, c'est ça, exactement. C'est la bonne approche que tu as pris, Jean-François. C'est ça qu'il faut éviter de faire, de juste faire des tests, puis des tests sans trop réfléchir d'avance. On prend juste un pas de recul, on planifie un peu, on réfléchit à ce qu'on veut vérifier, puis on planifie un peu notre expérience. Bon, pas besoin d'aller consulter un statisticien pour la planification de l'expérience, puis les réplicas, là, je vous rassure, mais juste y penser un petit peu dans votre tête avant. Ouais, s'assurer que la requête est bien formulée, parce que sinon, on peut faire juste 3, 4, aller-retour à « Ah non, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, il est parti dans la mauvaise direction. » Puis, en tout cas. OK. Deuxième tour de roue. Je me retournerai de nouveau vers Véro. Véro, de quoi as-tu envie de nous parler? Ben, moi, je vais vous parler d'un moment de vie qui m'a donné espoir pour l'humanité. Oh! OK. Ouais. J'ai besoin de ça, là. Surtout ce temps-ci. Écoutez, j'ai été invitée à aller donner une conférence sur mon métier dans une école secondaire de Québec. Donc, de parler de c'est quoi le métier de scientifique de données. Wow! Ben, c'est des étudiants, là, ils font une journée carrière au secondaire 4. Pour ceux qui sont en France, le secondaire 4, ils ont à peu près 15 ans. Là, donc, ils commencent à faire leur choix pour les études supérieures. Donc, ils invitent des parents de l'école à venir parler de leur métier. Et puis, je me suis retrouvée devant, je sais pas, une trentaine d'élèves du secondaire comme ça. Et puis, ils étaient fantastiques. J'allais là pour parler un peu du métier, mais finalement, on a parlé d'intelligence artificielle et puis je leur ai posé la question, est-ce que vous voyez des enjeux en lien avec ça? J'ai été vraiment étonnée de voir leur sensibilité par rapport à ça. Je les ai laissés aller, OK? Puis finalement, la discussion a vraiment juste porté là-dessus, puis ça a vraiment été intéressant, mais ils m'ont sorti les enjeux environnementaux très, très, très rapidement. Wow. Ils m'ont parlé de respect de la vie privée aussi. Ils m'ont parlé de droit d'auteur. Puis, ils m'ont parlé aussi de, oui, mais pourquoi on fait ça? Puis, j'ai eu droit à une question du genre, mais pourquoi on ferait des poèmes avec l'intelligence artificielle? Si le but, c'est d'exprimer nos émotions à travers les poèmes. J'ai eu le droit à ce genre de réflexion-là. Écoutez, c'était vraiment le fun. Puis certains élèves cet élève-là en particulier, là, qui me posait cette question-là, en fait, à la fin, elle est venue m'admettre qu'elle était venue voir ma présentation pour me dire qu'elle était contre l'intelligence artificielle. Mais en classe, on a réussi à avoir une discussion super intéressante avec eux là-dessus. Ils m'ont parlé de singularité, ils m'ont parlé de toutes sortes de choses. Et je me suis dit... Ils ont peut-être écouté notre podcast. Wow! Les seuls enjeux qu'ils n'ont pas soulevés, je vous dirais, c'est les enjeux un peu liés aux erreurs des modèles, puis les enjeux liés à la discrimination. Ils ont comme pas soulevé trop... Ils n'ont pas parlé de ces enjeux-là. Je leur en ai parlé, puis après ça, ils ont embarqué, puis ils étaient motivés à entendre parler de ces enjeux-là. Mais je me suis dit, wow! Ils m'ont même parlé de droit d'auteur, hein? Ils sont allés jusque-là, là. Donc, vraiment, nos élèves de secondaire 4 à Québec, c'est fantastique. Et là où ça m'a amené dans ma réflexion, c'est que je me suis rappelé, à l'époque, dans les années 80, quand on commençait à mettre en place le recyclage puis à sensibiliser les gens au recyclage, on était beaucoup passé par les enfants pour le faire. Leur apprendre à le faire à l'école et les enfants ramenaient ça à la maison. OK? Moi, je m'en souviens très bien. Là, j'avais ma grand-mère qui me disait, si tu penses que je vais commencer à laver mes poubelles, là, c'est hors de question. Mais non. Il y a des enjeux qui passent plus facilement par les enfants. Mais je rentrais à la maison, puis non, je vais laver le pot de beurre d'arachide, grand-mère. Puis finalement, tu sais, mais vraiment, la stratégie, c'était ça, là, de passer un peu par les enfants pour amener ces habitudes-là. Je me suis dit, hey, peut-être que... la solution pour essayer d'amener nos enjeux, nos questionnements avec l'intelligence artificielle, peut-être qu'il faudrait passer par les enfants. En tout cas, c'est eux autres qui posent les meilleures questions. Moi aussi, souvent, quand tu donnes une conférence académique avec des PhD versus quand tu donnes une conférence devant des étudiants du secondaire ou du primaire même, des fois, je trouve les questions du primaire plus difficiles. Ah! Oui. Souvent, le pourquoi, là. Oui. C'est rare qu'une discussion académique, c'est rare qu'on pose la question du pourquoi ça, pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça?
Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi ça t'intéresse? Tu sais, j'avais vu ça, une conférence au secondaire. Ouais, mais pourquoi ça t'intéresse, ce sujet-là? Jamais dans une conférence académique, j'aurais trouvé ça insultant, là, tu sais, imagine, là. Pourquoi ça t'intéresse? Pourquoi t'as passé ton PhD là-dessus? Non, Ouais. les questions sont importantes. Donc, vraiment intéressant. Des élèves qui sont restés à la fin avec moi. Puis cet élève-là qui était un peu contre là, l'intelligence artificielle, à la fin, elle me dit « En tout cas, je suis contente de savoir qu'il y a des gens comme toi qui sont oui. dans les entreprises et qui font ça. » Puis Wow. j'ai été obligée un peu de la décevoir puis de dire « Ouais, mais il n'y a pas tant d'entreprises qui ont des gens comme moi en réalité dans l'entreprise. » Non, il y en a pas trop. Mais il fallait que je la ramène à la réalité quand même. Là, je voulais pas qu'elle se fasse l'idée d'un Google ou Ouais, le Microsoft choc de la réalité, qui avait quelqu'un comme moi qui prenait des décisions en arrière. Là, c'est pas tout à fait ça. Ouais, c'est ça. Mais il y en a comme toi qui Il y en a réfléchissent, quelques-uns. qui y pensent. Puis, ben, c'est ça. C'est peut-être ce genre de futurs professionnels-là ou penseurs de l'intelligence artificielle que tu avais devant Ben, toi, là. j'aurais aimé ça, oui. Je l'ai amené vers ça. J'ai dit, regarde, moi, je m'oppose pas à ça. J'essaie juste de faire en sorte qu'on le fasse correctement. Puis peut-être qu'elle va s'en aller vers ça. Peut-être. On va lui souhaiter. Merci, beau témoignage, Véro. Je me retournerai vers Stéphane maintenant. Stéphane, vas-y, Écoute, à toi le micro. alors ça va pas être très long parce que j'étais venu qu'avec un café. Je n'avais pas pris 2 cafés aujourd'hui. Pas de problème. Mais ça sera pour la prochaine fois, je pense. J'ai installé sur ma machine Stable Diffusion pour faire des tests de génération Vidéo. d'images depuis ma machine, juste des tests d'images. Alors c'est une vieille version de Stable Diffusion pour que ça puisse marcher sur ma machine, sinon je pense qu'une récente elle pourrait pas tourner. Là j'ai fait 2-3 tests. Pour Pas générer trop de tests, là. Ah non, mais là, je la mets en autonomie, ma machine. Je vais vous dire en combien de temps la batterie elle est vidée. L'avantage, effectivement, c'est de pouvoir générer sans être dépendant du réseau ou enfin voilà, de pouvoir le faire sur sa propre machine. Et bon, ce que je vois, c'est que si je veux avoir une image de qualité quand même, ça me prend plusieurs, on va dire, allez, une bonne dizaine de minutes, voire un peu plus, sachant que c'est pas au niveau quand même des images générées par ChatGPT ou un autre. Mais voilà, je vais essayer de voir ce que je peux faire comme test. Sora, tu l'avais utilisé pour générer notre image du podcast, là? Oui, j'avais petite testé vidéo, Sora. Mais voilà, j'ai pas poussé Sora parce qu'en fait j'ai du mal à trouver un réel intérêt à générer de la vidéo encore aujourd'hui. Alors peut-être que en partant des images générées, essayer de trouver un scénario, etc. Mais ça serait un travail extrêmement long et là il me faudrait beaucoup de temps. Ouais, il y a ça aussi, hein, souvent, ces outils-là, on les teste une fois, puis après, on dit, ben, c'est intéressant, mais ça me sert à rien. Exactement. Donc, on les laisse de côté. C'est beaucoup d'énergie. Alors, probablement que ça servira le jour où il y aura un Netflix qui générera un film complet avec une vidéo basée sur un scénario généré automatiquement dans le style de Star Wars. Il y a des films que j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. C'est Bon. bien possible. En tout respect envers les artistes, là. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, moi, j'éprouve pas de besoin de générer de la vidéo. Autant l'image, je trouve ça plus intéressant parce que voilà, je travaille souvent avec des images, mais la vidéo, c'est énormément de temps à générer. C'est pas de qualité encore. Et voilà, il y a quand même des bons impressionnants. Je voyais des images comparatives, là, des vidéos générées il y a à peine 2 ans versus les images qu'on a en ce moment. Là, là, ça commence à être bluffant. Imaginez dans 10-15 ans. Là. Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, je pourrais m'en servir. Enfin, si vraiment j'avais envie de pousser, ça serait pour faire peut-être le générique de quelque chose, le générique pourquoi pas un très court métrage. Ouais. Voilà, un très court métrage. Le générique du IA Café en streaming
sur YouTube, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, j'ai pas poussé l'expérience plus loin. Ben, tu nous tiendras au courant de tes tests, des tests frugaux. Tu nous tiendras au courant de tout ça. Merci Stéphane. Il y a Benjamin qui voulait conclure son étude comparative. Ouais, exactement. Mon étude comparative très solide qui va prochainement paraître dans une revue scientifique. Nature. Oh, ouais, ben oui. Ni plus ni moins. OK, donc pour poursuivre où on en était tantôt, Ouais. avec la mise en situation, là, est-ce que c'est correct de voler dans une situation où on est un peu désespéré? Une autre conclusion également, qui représente ce que chacun d'eux a répondu à la question, c'est que chacun d'eux vont baser également leur réponse finale, donc après avoir analysé les différents arguments pour ou contre, mettre un petit peu des nuances, etc. À chaque fois, dans la conclusion, où ils vont dire, compte tenu de tout ça, blablabla, je pense que ce serait correct de voler. Et chacun d'eux va justifier ce point-là en disant, étant donné que la majorité de la population, à mon avis, penserait que de venir en aide à des enfants qui sont dans le besoin, qui sont en train de mourir de faim, c'est plus important que le droit à la propriété des compagnies ou le respect des lois de façon plus générale. Puis je trouvais ça intéressant parce que, d'un certain point de vue, l'IA, pour donner sa réponse, finalement, il va d'un argument en se disant, je vais me mettre dans la position, finalement, d'une personne, peut-être pigée au hasard, dans la rue, et les chances sont que cette personne-là va me dire, c'est plus préférable, finalement, de voler pour venir en aide aux enfants. Donc, je trouve que c'est une stratégie intéressante parce que, finalement, on se Comment questionnait... elle fait pour... Moi, ça m'intéresse, là, ce genre d'affaires-là. Comment on fait pour que l'IA connaisse la vie morale des gens en général? Probablement des sondages qui existent, tu sais, c'est ça, à travers, par exemple, les histoires qui ont été écrites, je Ouais. sais pas, peut-être que souvent, c'est les personnes dans le besoin qui vont d'actes qui sont un petit peu contre la loi, mais qui finalement sont vus d'un bon œil de la population, parce que c'est des héros, disons, ou peut-être qu'à travers le corpus de texte, la majorité du temps, les gens ont plutôt des valeurs qui sont... plus fortement ancré au niveau du droit humain, je sais pas, à l'accessibilité à la nourriture, disons. Je sais pas, ça pourrait être ce genre d'explication-là, qui sait? Ben, c'est sûr que c'est une bonne hypothèse, mais tu sais, je serais curieux de voir. Parce que, tu sais, ce processus-là, c'est vraiment, tu le confies à une machine, la décision éthique, parce que moi, c'est ce que j'enseigne, tu sais, comment on prend une décision, puis... donc, je serais curieux de voir c'est quoi le processus qui est derrière la machine pour arriver à ce genre d'analyse-là, ce genre de constat-là. Tu sais, si elle s'inspire, comme tu dis, du corpus existant, donc elle s'appuie sur la prémisse que la bonne décision, c'est celle que les personnes ont généralement tendance à prendre. Tu sais. Mais même ça, cette prémisse-là pourrait être contestable. En tout cas, je serais... Jean-François, oui, la machine, elle donne juste la réponse la plus probable. c'est ça. Elle fait pas cette réflexion-là que tu as là. Donc, au final, ça fait du sens qu'elle réponde comme la réponse, finalement, la plus probable du point de vue de la population. Oui, c'est ça. C'est juste ça qu'elle fait. Il n'y a pas d'autre raisonnement que ça. Puis pour savoir c'est laquelle la réponse la plus probable. C'est celle qu'elle trouve le plus souvent, c'est celle qui est la plus proche en termes de distance. On parlait de la distance du cosinus tantôt, là, c'est celle-là. mais c'est intéressant parce que des fois, tu sais, une décision éthique, des fois... Il y a des circonstances où on doit s'éloigner justement de la probabilité pour prendre la décision. Tu sais, dans certaines circonstances, certains contextes, la bonne décision, ça va être celle qui détonne un petit peu du consensus. Ça arrive, ce genre de situation-là, où la bonne décision, si on prend un milieu de travail, les tireurs de sonnette d'alarme, c'est justement ça. C'est pas la décision qui est la plus favorable, qui est la plus probable, mais moi, je vais prendre cette décision-là. Puis plus tard, on verra que c'était... Donc, cette tendance-là à favoriser le consensus, la probabilité, imaginez si ça oriente puis si ça conseille des décisions de gestionnaire, ben
c'est ça. On a toujours la décision la plus probable, moralement probable, mais ce qui ne veut pas dire que c'est la bonne. Ben oui, puis un autre aspect négatif que je voyais à tout ça, c'est que on entre dans un genre de cercle vicieux où finalement le progrès des valeurs ou des points de vue sera jamais atteint. Bon, mettons qu'on focus notre attention sur l'IA, parce que si on est tout le temps dans un processus où on vient uniquement répéter les décisions qui ont été précédemment données ou qu'on vient tout simplement baser nos décisions tout le temps sur la mentalité actuelle, ben on n'est jamais dans un processus de changement, finalement. Oui. C'est profond, ça. C'est vraiment trippant de faire ces liens-là entre la machine. Ça commence à se faire là, dans ma tête, ce genre de lien-là. C'est difficile parce qu'on la compare tellement à l'humain qu'on a Ben, tendance c'est à ça. vouloir penser qu'elle résonne comme nous, mais c'est pas le cas. Non, mais C'est vraiment juste la ne réponse pense la plus pas probable. Oui, c'est ça, mais elle s'appuie sur des choses. Donc, le lien avec le corpus existant, ça, c'est intéressant. Oui, c'est là. ça. Oui, exactement. Donc, Mais tu sais, c'est ça, c'est juste la peut-être. réponse qu'elle a trouvée le plus souvent. C'est ça. Regardez tous les Qui internets. ressemble plus à ce Tout le que monde les sur gens ont Internet répondu. n'arrête pas de dire qu'il faut sauver les enfants, puis il faut... Ouais, Ouais, mais dans certains... C'est ça. Puis en plus, la question que j'ai posée, c'est ça, c'est une situation qui est très, très connue. Je veux dire, probablement tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois dans sa vie. Mais peut-être que si c'était une situation vraiment nichée, où cette fois-ci, les valeurs sont relativement les mêmes, mais où c'est présenté d'une façon qui est tellement particulière que les seules fois que l'IA a été confrontée à ce genre de problème-là dans son corpus, c'était où la décision a été rendue dans l'autre côté. Ouais. Ben peut-être qu'à ce moment-là, sa décision, même si c'est basé sur un conflit de valeurs qui est similaire, va être différent. Tout à fait. Vraiment intéressant comme façon de l'amener. Bel exercice, Benjamin. On vous encourage à refaire cet exercice-là. Donc, En les planifiant deux- l'expérience comme En planifiant, voilà. Ah ouais, ouais. Faudra tout planifier. Ça, c'est Plus qu'un essai par modèle de langue, mais pas trop non plus. Pas trop, ouais. pas trop non plus. Trouver un équilibre là-dedans. Écoutez, ça fait un bout qu'on discute. Ce sera tout pour notre 108e épisode. J'espère que vous avez aimé les thèmes d'aujourd'hui. Ils m'ont particulièrement plu aujourd'hui. L'épisode 109, ce sera dans 2 semaines, la diffusion de notre enregistrement devant public. Bon, le son était pas mal. Encore une fois, il faut que je retravaille le son à Fred. Je sais pas ce que c'est. Ça frôle la perfection, mais on n'est pas encore là. D'ici là, d'ici la publication de notre prochain épisode, pour vous, je vous donne congé pendant les prochaines semaines, mais on se retrouvera un peu plus tard. Puis pour vous qui nous écoutez, allez faire votre starter pack ou allez faire vos tests. Quelques tests, encore une fois, pas plus. Merci à mes collaboratrices cette semaine, Véronique Tremblay, merci. Merci. Stéphane Mignot, merci. Merci à toi. Et Benjamin Leblanc, merci Benjamin. Merci tout le monde. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, partagez notre podcast, parlez-en, commentez nos publications, faites votre boulot. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.